Le sol en marbre poli de la grande épicerie de Paris reflétait les lumières design avec une froide perfection, créant une atmosphère à la fois luxueuse et intimidante. Dans les allées immaculées, les produits les plus fins du monde étaient disposés comme des œuvres d'art, attendant une clientèle qui se déplaçait avec une élégance pressée, typique de l'élite parisienne. L'air sentait le café fraîchement moulu et le parfum discret des clients fortunés. Le seul son qui brisait le silence feutré était le bip discret des caisses et le glissement presque inaudible des chariots en métal brossé. C était un monde où l'opulence matérielle était omniprésente, mais où la chaleur humaine semblait être une denrée rare. Le personnel, vêtu d'uniformes impeccables, se mouvait avec une efficacité silencieuse, presque invisible, une simple toile de fond pour le ballet des privilégiés. Alexandre Moreau se tenait dans la file d'attente, l'incarnation de ce monde. À 34 ans, son costume Loro Piana et sa montre suisse prestigieuse parlaient pour lui, mais son visage trahissait une fatigue profonde, un vide que même sa fortune ne pouvait combler. Dans son panier, une bouteille de Bourgogne, un fromage artisanal et quelques autres articles pour une soirée solitaire qui s'annonçait aussi vide que les précédentes. La file derrière lui s'allongeait, peuplée de regards impatients. Son tour arriva enfin. Il posa ses articles sur le tapis roulant. Le montant s'afficha, 95 €. C'est alors que le drame silencieux commença. Sa main tapota la poche intérieure de sa veste, puis ses poches de pantalon. Rien. Une vague de panique discrète monta en lui, suivie d'une humiliation brûlante. Lui, l'homme qui contrôlait des millions, était incapable de payer ses courses. Le visage d'Alexandre, habituellement un masque de contrôle impassible, se fissura légèrement. Il sentit les regards dans son dos, lourds de jugement. La caissière, une femme d'âge moyen au sourire mécanique, attendait, son impatience à peine masquée. Murmurant un désolé à peine audible, il lui dit qu'il devait tout annuler. Chaque mot était une défaite. Le monde semblait s'être rétréci à ce comptoir, à cette pile de produits qu'il ne pouvait plus s'offrir. C'est à ce moment précis qu'une voix douce se fit entendre à côté de lui. « Monsieur, je peux payer pour vous. Ne vous inquiétez pas. » Il se tourna et vit une jeune femme, Chloé Durand, dans l'uniforme simple du magasin. Elle rangeait des boîtes de conserve sur une étagère voisine et avait tout vu. Ses yeux, malgré la fatigue évidente, brillaient d'une sincérité désarmante. Le choc fut total. Alexandre resta sans voix, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Dans son univers, chaque faveur était un investissement, chaque geste calculé. Un acte de pure bonté, venant d'une employée qui gagnait probablement en un mois ce qu'il dépensait en une soirée, était une anomalie, une chose impossible. Son cynisme, construit brique par brique au fil des années, s'effondrait face à la simplicité de cette offre. Il la regarda, elle, cette jeune femme qui venait de le sauver d'une humiliation publique sans rien demander en retour. Le temps sembla suspendu. C'est dans ces instants où un simple geste de générosité change le cours d'une vie que l'on comprend à quel point il est important de partager ces récits. Si vous pensez comme nous, votre abonnement nous aide à continuer de faire connaître des histoires comme celle-ci. Bouleversé, Alexandre ne pouvait tout simplement pas laisser les choses ainsi. Une fois l'embarras dissipé, remplacé par une curiosité dévorante, il prit une décision. Il attendit. Assis dans sa voiture de luxe garée discrètement à quelques rues de là, il observait la sortie réservée au personnel. Le contraste était saisissant. Son univers de cuir et de silence feutré face à la réalité brute des employés terminant leur journée, leur visage marqué par la fatigue. Quand Chloé apparut enfin, son sac à dos sur l'épaule et sa démarche pressée, il sentit son cœur battre d'une manière inhabituelle. Ce haine n'était pas de l'attirance au sens classique du terme, mais quelque chose de plus profond, le besoin irrépressible de comprendre la nature d'un geste qui défiait toutes les règles de son monde calculé et transactionnel. Il l'aborda avec une prudence qui n'était pas la sienne, sa confiance habituelle ébranlée. Il lui tendit une liasse de billets, bien plus que les 95 € qu'elle avait payés. « S'il vous plaît, acceptez ceci. Pour votre temps, pour votre aide. »
Chloé le regarda, un léger sourire flottant sur ses lèvres, et secoua doucement la tête. « Non, monsieur, je vous l'ai dit, ce haine était rien. » Sa fermeté haine était pas agressive, mais douce, inébranlable. Elle refusa l'argent avec la même simplicité qu'elle l'avait offert. « Un jour, vous ferez la même chose pour quelqu'un d'autre, » répéta-t-elle avant de se détourner pour prendre son bus. Alexandre resta là, les billets à la main, se sentant plus pauvre que jamais. Son argent, cet outil tout-puissant qui définissait son identité et son pouvoir, venait de se révéler parfaitement inutile face à une dignité qu'il ne pouvait ni acheter ni comprendre. Cette incapacité à comprendre le plongea dans son propre passé. Alexandre avait grandi dans un hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, un monde où l'affection était conditionnelle, une récompense pour les bonnes notes, les victoires sportives, les choix de carrière approuvés. Son père, un titan de la finance, lui avait enseigné que la vie était une compétition et que la vulnérabilité était un synonyme de échec. Sa mère, obsédée par le statut social, évaluait chaque relation à l'aune de son utilité. Il se souvint d'un anniversaire, à 10 ans, où il avait reçu un magnifique voilier miniature, non pas par amour, mais parce que son père venait de conclure un contrat avec un fabricant de yachts. Chaque geste, chaque cadeau était un investissement. Il avait donc appris à se méfier de la gentillesse, la considérant toujours comme le prélude à une demande. Pendant ce temps, Chloé rentrait chez elle, dans un petit appartement d'une banlieue modeste, un monde à des années-lumière des avenues dorées du 7e arrondissement. Les murs étaient couverts d'étagères surchargées de livres, les classiques de la littérature française côtoyant les manuels de la Sorbonne. Elle vivait avec sa mère, qui travaillait comme aide-soignante et dont la santé fragile était une source d'inquiétude constante. Chaque euro que Chloé gagnait était méticuleusement compté, partagé entre ses frais de scolarité, le loyer et les médicaments de sa mère. Elle connaissait le poids de la précarité, la peur sourde du lendemain, mais ces épreuves n'avaient pas fait d'elle une personne amère. Au contraire, elles avaient forgé en elle une empathie profonde, une capacité à voir la détresse des autres, même celle cachée derrière un costume Loro Piana. Alexandre ne pouvait chasser l'image de Chloé de son esprit. Son refus obstiné de le laisser régler sa dette était un puzzle qu'il devait résoudre. Contre toute attente, contre les principes de son propre monde, il retourna à la grande épicerie, non pas pour faire des courses, mais dans l'espoir de la revoir. Il se sentait ridicule, agissant comme un adolescent. Mais la sensation était étrangement vivifiante. Il la trouva dans le rayon des pâtes, concentrée sur son travail. Il l'invita à prendre un café, s'attendant à un nouveau refus. À sa grande surprise, après une brève hésitation, elle accepta. Ce premier rendez-vous, dans un petit café de quartier loin du luxe auquel il était habitué, fut une révélation. Il se retrouva à parler de lui, non pas du PDG, mais de l'homme, de sa solitude, de son vide. Leurs conversations devinrent un rituel. Il découvrait un monde où la valeur n'était pas mesurée en action ou en part de marché, mais en poésie, en passion pour l'histoire, en dévouement familial. Chloé lui parlait de Victor Hugo avec des étoiles dans les yeux, de son rêve de devenir enseignante pour transmettre l'amour des mots. Elle ne lui demandait jamais rien sur son travail, sur sa fortune. Elle s'intéressait à ses pensées, à ses peurs. Pour la première fois de sa vie, Alexandre se sentait écouté sans être évalué. Il commençait à comprendre que la richesse de Chloé Eden n'était pas matérielle, mais qu'elle résidait dans sa capacité à voir l'humain derrière les apparences, une compétence qu'il avait perdue depuis longtemps, si tant est qu'il l'ait jamais possédée. Il sentait ses défenses, construites brique par brique depuis l'enfance, se fissurer. Le cynisme qui lui servait de bouclier commençait à fondre au contact de sa sincérité désarmante. Il commençait à croire, ou du moins à vouloir croire, qu'un geste pouvait être purement désintéressé. Cette lueur d'espoir était terrifiante et exaltante à la fois. C'est dans ces moments où une âme commence à guérir qu'on se souvient de l'importance de partager des récits qui inspirent.
Si vous croyez aussi au pouvoir de la connexion humaine, votre abonnement nous aide à continuer de diffuser ces histoires qui changent des vies. Lentement, Alexandre s'autorisait à ressentir, à être vulnérable, et c'est était le cadeau le plus précieux que Chloé lui ait fait, bien plus précieux que les 95 € qu'elle avait dépensés pour lui. Naturellement, son monde commença à réagir. Lorsqu'il mentionna Chloé à son plus vieil ami, un banquier d'affaires, la réponse fut un ricanement méprisant. Une employée de supermarché, Alexandre, c'est une nouvelle œuvre de charité. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans son cercle social. Les commentaires étaient cruels, teintés de snobisme et d'incrédulité. On la qualifiait de parvenue, d'intrigante qui avait flairé une bonne affaire. Chaque mot était une piqûre, un rappel brutal du fossé qui les séparait. Alexandre se retrouva face à un choix. Défendre cette connexion naissante et authentique ou céder à la pression de son milieu et retourner à sa cage dorée et solitaire. Le conflit-haine était plus seulement interne, il était devenu une bataille sociale. Chloé, de son côté, elle n'était pas aveugle. Elle sentait les regards insistants quand Alexandre venait la chercher après le travail dans sa voiture impeccable. Hélène n'était pas dupe des dynamiques de classe qui régissaient le Paris. Une part d'elle était méfiante, craignant d'être un simple caprice pour un homme riche s'ennuyant. Ses propres amis la mettaient en garde, lui disant que leur monde était incompatible et qu'elle finirait par souffrir. Elle voyait la sincérité dans les yeux d'Alexandre, mais elle connaissait aussi la cruauté silencieuse des élites. Elle avançait avec prudence, le cœur partagé entre l'attirance pour l'homme qu'elle découvrait et la peur du monde qu'il représentait, un monde qui n'avait historiquement que du mépris pour les gens comme elle. Le premier véritable test eut lieu lors d'un vernissage dans une galerie d'art du Marais. Alexandre, dans un élan spontané, l'avait invitée. Dès leur arrivée, Chloé se sentit comme une pièce rapportée. Son élégance simple et naturelle détonnait au milieu des tenues de créateurs et des bijoux ostentatoires. Elle entendit des chuchotements, vit des sourires condescendants. Un moment, elle fut sur le point de fuir, mais Alexandre sentit son malaise. Au lieu de l'ignorer ou de s'excuser pour elle, il lui prit la main, la serra fermement et la guida vers le centre de la salle. Il l'ignora le reste de la soirée, se consacrant uniquement à elle, lui expliquant les œuvres avec passion, créant une bulle protectrice autour d'eux. Ce soir-là, il ne défendit pas seulement Chloé, il se choisit lui-même. Leur lien se renforça dans le creuset de cette adversité. Ils commencèrent à partager leurs failles les plus profondes. Un soir, Alexandre lui avoua la pression écrasante de son nom de famille, le sentiment constant de être jamais assez bon pour son père, sa peur de mourir seul dans un appartement rempli d'objets sans âme. En retour, Chloé lui parla de la nuit où sa mère avait fait une grave crise et où elle avait dû appeler une ambulance, terrifiée à l'idée de ne pas pouvoir payer la facture. Il n'était plus l'homme riche et elle, étudiante pauvre. Ils étaient simplement deux personnes, avec leurs peurs et leurs espoirs, trouvant un refuge l'un dans l'autre. Leur amour naissait de cette vérité partagée, de cette vulnérabilité mutuelle. La nouvelle de cette relation inconvenante finit par atteindre les oreilles de sa mère. Pour elle, C était une catastrophe, une tache sur la réputation impeccable de la famille Moreau. Elle ne pouvait concevoir que son fils puisse être sérieusement attaché à une fille de cette condition. Persuadée qu'il s'agissait d'une manipulation, elle décida de prendre les choses en main, à sa manière. Elle organisa un dîner formel dans leur demeure de Neuilly, une invitation qui ressemblait plus à une convocation. Alexandre comprit immédiatement. Ce ne serait pas un simple repas de famille, ce serait un tribunal. Et Chloé en serait l'accusée. La tension monta d'un cran. Il savait que cette soirée allait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Il allait devoir affronter les fantômes de son éducation et choisir définitivement quel homme il voulait être. La demeure des Moreau à Neuilly était un mausolée de la richesse, chaque objet parfaitement à sa place, chaque surface brillant d'un éclat froid et impersonnel. L'air y était raréfié, chargé d'attentes tacites et de jugements silencieux. Chloé,
Assise à la table immense, se sentait observée sous un microscope. La mère d'Alexandre, Élise, menait la conversation avec la précision d'un chirurgien. Ses questions sur les études de Chloé, sa famille et ses aspirations, étant autant de scalpels cherchant une faille, une faiblesse. Alexandre était tendu, son silence plus lourd que n'importe quel mot. Il sentait la tension monter, le piège se refermer lentement autour de la femme qu'il aimait. Chaque tintement de l'argenterie contre la porcelaine de Limoges résonnait comme un compte à rebours, marquant les secondes avant l'inévitable confrontation qu'il redoutait et attendait à la fois. Après le plat principal, usant d'un prétexte futile pour admirer une collection de livres anciens, Élise entraîna Chloé dans la bibliothèque. Les murs, tapissés de reliures en cuir qui sentaient la poussière et l'oubli, semblaient se resserrer sur elle. Le masque de l'hospitalité tomba, révélant un visage dur, pragmatique. « Ma chère enfant », commença Élise, sa voix douce comme du poison. « Alexandre est un homme de devoir. Il a des responsabilités, une lignée à perpétuer. Votre amitié est charmante, une distraction rafraîchissante, mais il faut être réaliste. » Elle parlait non pas comme une mère protégeant son fils, mais comme une directrice de conseil d'administration gérant un actif précieux. Chaque mot était calculé pour diminuer Chloé, pour la réduire à une simple erreur de parcours, une anomalie dans un plan de vie parfaitement orchestré. S'approchant d'un bureau en acajou massif, Élise Moreau ouvrit un tiroir et en sortit un carnet de chèques avec une lenteur théâtrale. Elle remplit le chèque avec un stylo plume en or, le signa d'un geste sec et le fit glisser sur la surface polie en direction de Chloé. 30 000 €. Considérez cela comme une aide pour votre avenir, dit-elle, son ton ne laissant aucune place à la discussion, pour que vous puissiez terminer vos études sans souci et construire une vie qui vous corresponde. Chloé regarda le morceau de papier, puis leva les yeux vers cette femme qui croyait pouvoir tout acheter. Avec un calme qui déconcerta Élise, elle repoussa doucement le chèque. « Madame, » dit-elle, sa voix ferme mais sans une once d'agressivité. « La vraie pauvreté, ce n'est pas de manquer d'argent, c'est de penser qu'il peut tout résoudre. Ce que vous me proposez n'est pas un investissement, c'est le prix de votre solitude. » Alexandre, dont l'anxiété l'avait poussé à les suivre, entendit ces derniers mots depuis le seuil de la porte. Une clarté fulgurante le traversa. Il vit sa mère, non plus comme une figure d'autorité intimidante, mais comme une femme tragiquement prisonnière de sa propre cage dorée. Il vit Chloé, non pas comme une victime, mais comme la personne la plus forte et la plus riche qu'il ait jamais rencontrée. Il entra dans la pièce, son hésitation d'autrefois complètement évaporée. Il prit la main de Chloé, un geste de possession et de protection. « Mère, dit-il, sa voix résonnant d'une assurance nouvelle, tu viens de me prouver que j'ai fait le bon choix. Tu offres de l'argent parce que c'est la seule chose que tu as à donner. Chloé m'a offert quelque chose que tu ne comprendras jamais, la gentillesse, sans rien attendre en retour. Et ça n'a pas de prix. » Sans un regard en arrière, il la guida hors de la bibliothèque, traversant le grand salon où son père restait assis, impassible, témoin silencieux de l'effondrement de leur monde. Ils franchirent la porte d'entrée et l'air frais de la nuit les accueillit comme une libération. Le silence dans la voiture Hennen était pas pesant, mais rempli de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. En quittant les grilles dorées de la propriété, Alexandre ne laissait pas seulement derrière lui sa famille, mais des décennies de conditionnement, de solitude et de cynisme. Il regarda Chloé, dont le profil se dessinait dans la lumière des lampadaires, et il sut qu'il n'était plus en train de chercher la richesse. Il l'avait trouvée. C'est dans ces moments de vérité où l'on choisit l'amour plutôt que l'héritage, que l'on comprend la valeur des histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces témoignages d'humanité. Les années qui suivirent furent une reconstruction silencieuse. Alexandre et Chloé bâtirent leur vie, non pas sur les ruines de son passé, mais sur un terrain entièrement nouveau, fertilisé par des valeurs qu'il apprenait à peine à nommer. Ils s'installèrent dans un appartement lumineux du quartier du Marais.
un lieu vibrant de vie et d'art, à des mondes de la froideur aseptisée de Neuilly. Pour la première fois, Alexandre découvrit la joie simple de partager un repas qu'ils avaient cuisiné ensemble. L'émerveillement de se perdre dans les vers d'un poème que Chloé lui lisait à voix haute, la paix d'une promenade le long de la Seine sans autre but que de sentir le vent sur son visage. Il comprit que sa vie d'avant N n'était pas une vie de plénitude, mais une course effrénée vers un horizon qui reculait sans cesse. Avec Chloé, il n'y avait rien à atteindre, seulement un présent à vivre, et était la plus grande des richesses. Cette transformation intérieure exigeait une manifestation concrète. Un matin, sans en parler à personne d'autre qu'à Chloé, Alexandre vendit la totalité de ses parts dans la start-up qu'il avait fondée. L'acte, qui aurait autrefois été perçu comme un échec cuisant dans son milieu, fut pour lui une libération. L'argent, dépouillé de son pouvoir de définition sociale, devint un simple outil. Avec Chloé, ils créèrent une fondation dédiée à offrir des bourses d'études aux jeunes issus de milieux modestes, des jeunes brillants et ambitieux qui, comme elle, n'avaient que leur rêve pour capital de départ. Il lui en confia naturellement la direction. Son intelligence, son empathie et sa connaissance intime des obstacles qu'ils affrontaient faisaient d'elle la seule personne capable de mener ce projet avec âme et efficacité. Son rêve d'enseigner élargissait pour devenir celui de donner à des centaines d'autres les moyens d'apprendre. Leur quotidien changea radicalement. Les salles de conseil d'administration furent remplacées par des salles de classe dans des lycées de banlieue. Les bilans financiers par des dossiers de candidature remplis d'espoir et de talent brut. Alexandre découvrit une satisfaction qu'aucune transaction boursière ne lui avait jamais procurée en lisant les lettres de jeunes passionnés de sciences, d'art ou de littérature. Chloé, quant à elle, s'épanouissait pleinement, devenant un mentor et une source d'inspiration pour la première promotion de boursiers. Ils travaillaient côte à côte, leur amour-haine n'étant plus seulement un refuge privé, mais une force motrice, un partenariat actif qui générait des opportunités et changeait concrètement des trajectoires de vie. Ils avaient compris que le véritable pouvoir ne consistait pas à accumuler, mais à distribuer, à élever les autres pour s'élever soi-même. 5 ans plus tard, lors de la cérémonie de remise des diplômes de leur premier boursier, Alexandre regarda Chloé sur scène, s'adressant aux jeunes diplômés avec une chaleur et une éloquence qui captivaient l'auditoire. Il vit dans les yeux de ces jeunes la même lueur d'espoir qu'il avait vue dans ceux de Chloé ce jour-là, à la grande épicerie. Il repensa aux 95 €, cet investissement involontaire qui avait produit le plus grand rendement de son existence. Un but, une famille et un amour véritable. Le cycle de la gentillesse, initié par un simple geste désintéressé, avait fleuri en un jardin d'avenir possible. C'est en voyant ces vies transformées que l'on comprend à quel point une seule main tendue peut changer le monde. Si, comme nous, vous croyez au pouvoir de ces récits, votre abonnement est le soutien précieux qui nous permet de continuer à les partager.